Ça fait 30 ans que tu as créé le classement. Pardon. Attends, je vais te relancer. Je croyais l'avoir mis en... C'est Bernard Arnault. Non, mais c'est un riche. Ah, tu vois. Éric Tréguier est le journaliste qui a créé le classement des 500 plus grandes fortunes de France pour Challenge. Depuis plus de 20 ans, Éric observe, analyse et rencontre les Français les plus riches. Il était classé très très haut au Hold'em Up. C'est quelqu'un d'extrêmement visible, mais pour le poker. Et quand on est banquier, un joueur de poker, ça inquiète un tout petit peu. Et donc il voulait que sa visibilité soit différente. Et donc il me dit, j'ai trouvé que ça, et donc je suis prêt à vous ouvrir mes comptes et vous montrer que je suis assez riche. Et il était extrêmement riche. Comment vivent-ils ? Pourquoi certains continuent-ils de travailler ? Quelles sont leurs obsessions ? Toi et moi, on vit pour gagner notre argent. Mais eux, ils vivent en faisant fructifier de l'argent. Concrètement, c'est quoi leur stratégie d'investissement aujourd'hui ? Ce que j'observe, moi, c'est... C'est parti pour une plongée dans la vie secrète des plus grandes fortunes de France. C'est le super passe-droit. Tu as rencontré des dizaines de milliardaires au fil des années. Tu me le disais avant qu'on commence, voilà, toi, t'aimes les histoires. Et c'est vrai que chez les milliardaires, il y en a beaucoup. Il y a certains moments qui révèlent leur personnalité mieux que n'importe quel bilan financier. Du coup, je suis curieux, c'est quoi l'anecdote la plus folle que tu aies vécue avec une personne fortunée ? Et il y en a plusieurs, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je me souviens d'avoir été contacté par un riche qui voulait absolument me voir, qui me disait « J'aimerais bien qu'on se rencontre ». Et je disais « Oui, d'accord, mais vous êtes qui ? Vous n'êtes pas dans ma liste, je ne vous connais pas ». Et il ne me donnait pas son nom. Finalement, on s'est retrouvés devant un café dans un bistrot parisien et il m'a tout expliqué. Il était riche, il était très très riche, il était quasiment milliardaire. Et je ne l'avais pas dans mes riches, donc vraiment j'étais riche. j'étais honteux de ne pas l'avoir repéré. Et il m'a expliqué pourquoi, parce qu'il avait dispersé ses sociétés, il publiait rien de consolidé, et il faisait pas de... Mais il avait un gros problème, c'est qu'il avait besoin que tout d'un coup, il devienne visible et qu'on puisse dire, lui il est milliardaire, lui il a... Donc c'est assez rare, parce que d'habitude, les riches, ils aiment bien être cachés. Quand j'en découvre un, que je le contacte pour estimer sa fortune, il me dit non, je veux pas être dedans. Je lui dis si, vous êtes obligé d'être dedans parce que je vous ai repéré, donc on y va. Et lui, c'est un des rares, qui disait oui, je veux être dans votre classement, je veux être milliardaire. Je dis mais pourquoi vous voulez absolument apparaître ? Et il me dit j'ai un petit problème. À chaque fois qu'on me googlise, on voit mon nom associé à un tournoi de poker. Je suis en train de lever à peu près 300 millions d'obligations et à chaque fois que les banquiers me googlisent, ils voient monsieur machin qui joue au poker. Il était classé très très haut au Hold'em Up. Il jouait très souvent à Dallas, etc. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement visible, mais pour le poker. Et quand on est banquier, un joueur de poker, c'est bien, mais bon, ça inquiète un tout petit peu. Et donc il voulait que, disons que sa visibilité soit différente. Et donc, il me dit, j'ai trouvé que ça, et donc je suis prêt à vous ouvrir mes comptes et vous montrer que je suis assez riche. Et il était extrêmement riche. Et tu peux révéler son nom ? Non, je ne sais pas si je peux le révéler comme ça. Non, je peux pas en parler, mais en tout cas, on a découvert que il avait une société qui possédait des locaux dans tout Paris, qu'il était propriétaire d'énormes ensembles immobiliers, notamment une tour qui est à Beaugrenelle et qui est bien visible, et que personne ne l'avait repéré parce qu'il était caché derrière un ensemble de holdings derrière lesquels il se dissimulait très très bien. À l'extrême inverse, tu as un Xavier Niel, par exemple, qui a gardé une Mercedes SLK. Alors c'est un modèle de sport, mais pas non plus un modèle super prestigieux. Il l'a gardé pendant 13 ans. Dans les années 90, on raconte que Bernard Arnault conduisait une Peugeot 205 GTI. Pourquoi certains milliardaires décident de cultiver un peu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de l'image, pourquoi ils cultivent une certaine simplicité ? Alors, bon, c'est deux motivations complètement différentes. Et puis alors, petite précision sur la 205 GTI que j'ai bien suivie, enfin, tenté de suivre, je l'ai vue, elle est blindée. Pas mal. Ah oui. Alors ça, je trouve que ça, c'est le luxe suprême. C'est clair. Parce que tu peux très bien te balader en Mercedes, en Porsche Cayenne, etc. Tout le monde sait combien tu vaux parce qu'on peut voir le prix de la voiture. Alors que là, tu vois une simple Peugeot 205, même GTI,
tu dis, bon, bah voilà, c'est quelque chose qui est à portée de main. Sauf que elle est blindée, tu peux absolument pas rentrer dedans, elle peut recevoir un bulldozer dessus sans être complètement pliée. Et donc, c'est quelque chose qui est du no-logo, qui est de l'ordre de luxe suprême, c'est-à-dire avoir les moyens de se payer des choses, mais sans en faire ostentation. Donc, je trouve que c'est un très, très beau, très, très bel exemple. Puis alors, Xavier Niel, bah, il a une sorte de coquetterie qui est de montrer que c'est quelqu'un qui est un petit peu d'esprit start-up et qu'il ne s'attache pas du tout aux choses matérielles et que ce qu'il aime bien, c'est construire des trucs, monter des boîtes, monter des projets. Bon, quand on regarde bien, l'homme est un petit peu différent parce que il a un amour mais incroyable pour la pierre. Et alors, quand on regarde son patrimoine immobilier, on est vraiment ébahi parce que il a une des plus belles propriétés parisiennes, un château à l'intérieur de Paris sur l'île, voilà, qu'il a payé très très cher. Et puis à côté de ça, il a des pâtés de maison entiers dans Paris. Paris d'ailleurs qu'il connaît par cœur, hein, et il est incroyable. Il est cataphile. Tu sais que par exemple, il reçoit des hôtes étrangers, le truc qui l'amuse, c'est de les emmener visiter les rues de Paris. Il a des anecdotes sur tout, il connaît tout. Mais à côté de ça, il a aussi des châteaux. Il a acheté plusieurs châteaux. Voilà, on le sait pas. Alors, il a des projets qui sont plus ou moins flous sur certains. Il va en faire des écoles d'agriculture. Dans d'autres ça s'appelle cas. Hectare, son école d'agriculture. Voilà. Mais il avait acheté 2 châteaux pour faire 2 écoles d'agriculture et il n'en a fait qu'une. Il a aussi acheté une base aérienne du côté de Dijon. Il a acheté, là il vient d'acheter une propriété en Aquitaine pour en faire une sorte de mini-hôtel. Enfin, bref, il adore ça, quoi. C'est quoi justement l'intérêt d'acheter autant de propriétés? C'est du business? C'est signaler quelque chose je sais pas, aux autres milliardaires? C'est un trip personnel? Enfin, c'est quoi les motivations intrinsèques? Je pense que quand il était jeune, il a beaucoup joué au Monopoly, hein. Et donc, il continue à s'amuser, à acheter, à revendre, parce que il les garde pas forcément après, hein. Donc, il a une sorte de satisfaction à travailler avec la pierre. En tout cas, c'est sûr que par rapport à ce qu'il fait d'habitude, monter des projets, essayer de créer des startups, c'est différent, puisque là, tout de suite, on voit, on achète, on est propriétaire, on peut visiter, c'est du réel, du tangible. Tu disais que la 205 de Bernard Arnault était blindée. Je pense que la sécurité, c'est un aspect qui est essentiel dans la vie de quelqu'un qui a autant d'argent et de ses pairs. C'est quoi les dispositifs qu'ils mettent en place afin de se protéger? Alors, ils ont beaucoup évolué. Parce que y a une tendance maintenant à prendre conscience de la fragilité de leur protection. Il faut dire que on a l'impression que ça s'est un petit peu dégradé. Je ne sais pas si tu as suivi, bien sûr. Il y a eu plusieurs agressions de gens qui avaient des crypto-monnaies. Oui, bien sûr, les kidnappings. Voilà, des kidnappings. Et donc, avec parfois des violences extrêmes. Hein. On coupe des doigts, on tape les gens. Et donc, je crois que ça les a un petit peu éveillés à tout ça. Pendant des années, j'avais beaucoup de gens que j'interrogeais et qui disaient « Je ne veux pas apparaître dans votre classement parce que j'ai très très peur pour ma sécurité et la sécurité de vos enfants. » Et moi, je pouvais leur dire « Écoutez, je fais ça depuis des années. Je n'ai aucun exemple de kidnapping ou de demande de rançon pour aucun de tous ceux que j'ai vus, et j'en avais vu des milliers, en fait. » Et donc, j'avais la réponse toute faite. Aujourd'hui, je suis un peu moins affirmatif. Ouais. Parce que quand on regarde les dernières années, moi, je connais quelqu'un qui a une fortune d'à peu près 800 millions d'euros qui a été agressé en Alsace. Je connais aussi un Bernard Magret, par exemple, qui a été kidnappé, homejacké chez lui, et qui a été violenté et transporté, saucissonné, etc. Donc, effectivement, et puis tout récemment, il y a aussi un patron dans le Sud qui s'est fait prendre à la sortie de ses bureaux, emmener chez lui, et qui a dû donner toutes ses économies, celles qu'il avait chez lui. Et donc,
c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a de ce côté-là une préoccupation qui monte. Et du coup, ils ont tous renforcé leur système de sécurité. Et donc, ils ont quoi ? Ils ont du garde du corps, ils s'arment, ils déménagent peut-être dans d'autres pays ? Alors, très souvent, c'est chauffeur. C'est vrai que quand on est dans le cadre d'une entreprise, c'est assez simple de prendre un chauffeur qui vient vous prendre. Et du coup, les conditions de sécurité sont déjà améliorées parce que simplement, on est deux. Et puis, la personne peut être d'un gabarit suffisant pour empêcher quelqu'un de vous faire du mal. Et puis, la deuxième chose, c'est on surveille les déplacements, on surveille aussi les déplacements de la famille. Toute une attention qui a été portée à tous ces aspects qui, jusqu'à présent, étaient assez négligés. Et on a vu, par exemple, que c'est beaucoup plus évident de pister, par exemple, quelqu'un qui est dans les crypto-monnaies, parce que très souvent, ce sont des gens qui ont des fortunes récentes, qui sont très fiers de cette fortune et qui, du coup, n'hésitent pas à en parler. On les voit sur les réseaux sociaux, ils se filment, on voit aussi où ils habitent, dans quelle voiture ils se déplacent. Et donc, autant d'indications que vous aurez de plus en plus de mal à trouver pour, disons, le old money, c'est-à-dire les milliardaires et les millionnaires de l'industrie, par exemple, qui sont très soucieux, justement, de l'image et qui essaient d'éviter qu'on puisse faire un lien entre où ils habitent et leur personne. Donc, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on sent qu'il y a un shift. Un certain nombre de gens allaient dans le sud pour s'installer, trouver une maison de vacances. Dans le sud de la France ? Dans le sud de la France, oui. Et on sent bien que pour beaucoup de ces riches-là, il y a une crainte du homejacking dans le sud, des cambriolages. Et donc, beaucoup d'entre eux sont allés trouver d'autres régions beaucoup plus calmes, on va dire. C'est le cas de l'Aquitaine. Le Cap-Ferré a vu sa population de très riches partir en flèche parce que dans les fameux 44. Exactement. Et donc, c'est beaucoup plus calme. Les accès sont plus surveillés, plus facilement surveillables. Ou alors, quand ils restent dans le sud, ils choisissent de se mettre dans des propriétés gardiennées ou alors dans des ensembles où il y a plusieurs maisons qui ont un accès sécurisé. Ou à Monaco, peut-être ? Ou à Monaco aussi, qui est effectivement l'endroit le plus sécurisé de France. En tout cas, je crois qu'il y a plus de caméras que d'habitants. C'est très possible. En ce moment, les marchés boursiers sont au plus haut historique. Du coup, les dividendes dont ont profité nos chers riches, comme tu les appelles, sont extrêmement généreux. Il y a des rachats d'actions qui explosent. Bolloré, il a racheté et annulé des dizaines de millions d'actions de son titre. Et donc, forcément, il va mécaniquement faire augmenter les prix puisqu'il réduit la supply, comme on dit. On voit aussi des opérations assez spectaculaires. Kering, donc Pinault, qui revend sa branche beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros. La famille Pinault, d'ailleurs, qui se renforce dans la croisière de luxe avec Aqua Expedition. La famille Arnault, qui a dépensé plus de 200 millions d'euros pour 3 biens d'exception, dont 2 hôtels particuliers dans le 7e et un triplex avec jardin dans le 16e. Il se passe beaucoup de choses. Tu parlais de Xavier Niel tout à l'heure qui collectionne les bâtiments comme au Monopoly. Concrètement, c'est quoi leur stratégie d'investissement aujourd'hui ? Elle est complètement différente selon les individus. Qu'est-ce que toi t'observes comme tendance ? Ce que j'observe, moi, c'est que dans certains groupes, pour extraire de la performance, le plus simple, c'était de racheter ses propres actions. Et ça marche bien dans les périodes où on n'a pas forcément d'idée sur où aller. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'imprévisibilité de l'environnement international, demain, Trump peut décider de tripler, quadrupler, quintupler les droits de douane sur telle ou telle chose. Et puis, en tant que propriétaire d'un groupe, vous allez vous retrouver coincé parce que tout d'un coup, le business se fera plus. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un bon moyen de faire remonter plus de dividendes. Pour le reste, on voit bien que parmi les 10 premiers milliardaires de France, il y a beaucoup d'entreprises du luxe. Ouais. Et le luxe, aujourd'hui, il traverse une crise assez profonde qui est, petit 1, l'environnement international, avec Trump qui augmente justement un certain nombre de frais de douane. À côté de ça, une nouvelle génération qui ne suit pas forcément les marques de ses aînés. Et donc, de nouvelles marques qui émergent. Et cette émergence se fait très souvent au détriment des marques anciennes qu'on croyait bien
Bien implanté, ouais. Bien implanté. Moi, je pense à Gucci. Gucci, c'est vraiment un exemple marketing extraordinaire, un exemple marketing et management. C'est une boîte qui a perdu plus de 2/3 de sa valeur en l'espace de 10 ans. Ouais. Parce que elle a fait des mauvais choix stratégiques, elle a fait des mauvais choix de design qui n'ont pas plu, et elle n'a pas été suivie par les acheteurs. Le chiffre d'affaires s'est écroulé, et Kering, qui est la maison mère de Gucci, aujourd'hui se retrouve un petit peu dans une situation délicate. Donc, il faut prendre chacune des sociétés, regarder ce que ça donne. Pendant des années, moi, j'ai dit, les Dassault, par exemple, qui ont 2 branches, une qui construit des avions et l'autre qui construit des logiciels. Et là, je me suis dit, les avions, ça marche très, très bien. Les logiciels, ça marche très, très bien. Leur avenir est assuré. On voit que les dépenses de défense, qui sont en hausse dans toute l'Europe et dans le monde entier, sont en train de booster la branche défense, qui a eu du mal pendant une dizaine d'années. Et puis là, la branche logicielle, elle connaît des revers, une baisse d'activité. Et donc, c'est très difficile, en fait, de dire il y a un trend qu'il faut suivre et puis tout le monde s'engouffre là-dedans. Et on voit très, très bien que sur les 2800 personnes que je suis, chacune a sa stratégie. Certaines, par exemple, vont racheter des marques sans arrêt. D'autres vont élaguer les marques qu'ils ont pour se concentrer sur certaines marques et essayer de les booster. Chacun a sa stratégie et ça dépend au final de l'appétence des acheteurs et c'est ça qui compte. Est-ce que tu les as vus se positionner sur l'IA, qui est quand même une technologie qui va probablement à peu près tout changer dans notre monde? Alors, j'ai pas vraiment conscience qu'ils en ont conscience. Ok. Ils ont des gens autour d'eux, bien sûr. T'imagines? Sur la tombe du fondateur de Clarins, Monsieur Courtin, il y a un épitaphe qui dit j'ai toujours su m'entourer de gens plus intelligents que moi. Et donc la base du truc pour devenir riche, c'est effectivement ça, faire confiance à des gens qui sont plus intelligents que soi, et donc confier des responsabilités à des gens qui sont capables d'avoir la vista. Et pour revenir à ta question, effectivement, ils sont entourés par des gens qui leur disent oui, l'IA va nous aider, mais la plupart d'entre eux, parce qu'ils sont d'une génération qui subit l'IA plutôt que qui est incapable de la prendre en main véritablement, ces gens-là, ils voient ça un petit peu de loin, je crois. Et tu disais, ce qui compte, c'est les gens dont on s'entoure. Justement, sur la partie investissement, aujourd'hui, c'est quoi un peu la structure type pour un milliardaire? Il va être en banque privée, il va avoir son family office qui gère tout pour lui, il va faire cavalier seul. Comment il s'organise concrètement? C'est quoi ce que tu as vu? Il y a des gens qui font toutes leurs opérations tout seuls. C'est-à-dire qu'ils vont passer encore des ordres en bourse? Ah non, mais par contre, ils vont pas faire un conseil stratégique pour savoir s'ils vont lancer une opération ou pas. Ils vont la décider le matin en petit déjeunant. Ça, c'est le cas de Bolloré, par exemple. Bolloré, il se lève le matin très tôt, beaucoup plus tôt que toi et moi, et très souvent, il prend des décisions qui sont des décisions tout seul. Patrick Drahi prenait aussi des décisions tout seul. Et après, il arrivait et il étonnait tout son conseil, il posait le dossier sur la table en disant « on va faire ça ». Et tout le monde fait « ah, voilà ». Vous l'aurez compris, les milliardaires ont des structures dédiées, des single family office qui pilotent leur stratégie à l'euro près. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 1 milliard d'euros pour gérer votre patrimoine comme un professionnel. Avec Finari, nous avons mis la technologie qu'utilisent les hauts patrimoines au service de tout le monde, directement dans une application. En utilisant l'abonnement Finari Plus, vous débloquez les synchronisations illimitées, le scanner de frais, la gestion du budget et bien plus encore. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran pour télécharger l'application et commencer à prendre en main votre argent. Très souvent, ils sont entourés, ils sont entourés de plein de gens, mais on a souvent une conception un petit peu statique de tout ça. C'est-à-dire que ça rentre, ça sort, c'est-à-dire qu'ils sont capables de confier certaines missions à un family office, mais pas tout. La pratique la plus courante, c'est de confier une partie de ses avoirs à un family office avec des instructions. Et le family office, après, il fait du slicing. C'est-à-dire qu'il va confier
allez, on va parler de gros chiffres, hein, il va confier 250 millions à cette banque-ci, 250 millions à cette banque-ci, etc. Et on peut se trouver avec une dizaine de banques. Pour diversifier le risque ? Pour diversifier le risque, pour aussi avoir peut-être les mettre un petit peu en compétition, pour savoir laquelle d'entre eux aura la meilleure idée, la meilleure approche. Et ça marche très souvent, hein, ça marche très très bien. Et du coup, ça permet aussi à la personne qui a confié cet argent de dire « Ah ben, vous n'êtes pas très très bon parce que eux, ils ont une meilleure idée et regardez ce que ça donne. » Donc, ils pressurisent un peu tout le monde, en fait. Ah ben, complètement. C'est aussi comme ça qu'ils fonctionnent tous les jours. Ils fonctionnent comme ça dans l'entreprise. Ils fonctionnent comme ça dans leur famille. C'est pas des gentils, hein, faut pas croire. C'est pas du tout des gentils. Ce sont des gens qui sont extrêmement durs envers eux-mêmes, envers leurs proches et envers les gens avec qui ils travaillent. Ils sont obsédés par l'argent ? Non, je pense pas. Ils sont obsédés par la réussite et la réussite passe pas à travers l'argent. L'argent, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Le pouvoir d'avoir, non pas ce qu'ils veulent, mais d'avoir cette essence qui est d'avoir la barre sur une société, la barre sur des gens, à être capable de diriger quelque chose. Toi et moi, par exemple, on vit pour gagner notre argent. Mais eux, ils vivent en faisant fructifier de l'argent. C'est complètement différent. C'est-à-dire que toi et moi, quand on est à risque, hein, on risque beaucoup parce qu'on n'a que ça. Eux, quand ils sont à risque, eh bien, ils savent qu'ils ont toujours des filets pour les rattraper et que de toute façon, ils n'ont pas besoin de tout cet argent pour vivre. Donc, ils ont une mentalité pour ça qui est plus... ils sont prêts à prendre des risques que toi et moi ne prendrons jamais. D'où le poker, peut-être. D'où le poker, bien sûr. On calcule en permanence, en fait, ses probabilités. Alors parmi eux, il y a beaucoup de joueurs de poker. Beaucoup moins de joueurs d'échecs parce que c'est trop long. Ouais. Tu peux faire du blitz, ça dépend de ses diplômes. Il y a beaucoup aussi de gens qui aiment les sports où on a à la fois des sensations et qui sont extrêmement coûteux. La voiture, le sport automobile, j'imagine. Voilà, alors j'étais une fois comme ça au Tour de France Auto, j'ai rencontré François Perraudot. Alors il arrive... Qui est très peu connu en fait, lui. Je sais pas s'il est décédé, je crois qu'il est décédé maintenant, mais... Non, François Perraudot, c'est le fils. Ça, c'est le fils, d'accord. Ouais. Mais lui, il est inconnu au bataillon, c'est assez intéressant, alors qu'il est super haut dans le classement. Bien sûr, ouais. Il est devenu PDG parce que son père est mort. Exactement, voilà. Je pensais à son père. De manière vraiment fortuite, accidentelle. Et donc, il est arrivé comme ça. Et bon, il faisait un petit peu la fête à Londres. Il était... et tout d'un coup, il s'est retrouvé à la tête d'un groupe qui est un groupe qui est extrêmement puissant, hein, qui est un des mini-compagnies pétrolières les plus influentes du monde. Voilà. Et donc, son père était un petit pêcheur, un fils de pêcheur breton qui s'intéressait au pétrole tout bêtement parce que il était barman, il était sur un bateau au service de gens qui maniaient beaucoup d'argent et qui travaillaient dans l'industrie pétrolière. Et il les a entendus en parler, il a beaucoup écouté, il a beaucoup appris. Et puis après, il a repris des petits actifs, mais de rien du tout, qu'il a su exploiter. Donc, je me retrouvais au Tour de France Auto, et donc il arrive, il a des voitures extraordinaires, il a des gens autour de lui pour régler ses voitures, et il n'est pas là pour parader, il est là pour gagner. Et c'est assez marrant, parce que il s'en fout, en fait. Hein, il pourrait très bien participer, faire la petite balade, c'est sympa, etc. Non, il est là pour gagner. Même dans ces compétitions qui sont un petit peu des compétitions amicales, il est là pour gagner. Et donc, il participe, il fait les 24 heures du Mans Legend pour les véhicules anciens, il est là aussi pour gagner. Il y a beaucoup de riches qui ont des bateaux avec des équipages. Bien sûr, ouais. Et à chaque fois, ce qui leur plaît, c'est la compétition. Et donc, tu as une voiture très chère, un bateau très cher, et après, il faut chercher les sports où... C'est un club de foot aussi. Club de foot, c'est très bien parce que il y a... D'abord, ça permet dans les soirées de briller un petit peu, parce que là c'est pas mal. Ça permet de sortir ses copains, c'est aussi pas mal. D'être vu dans les tribunes. Il y a aussi un ancrage politique, je pense, puisque tu invites le maire, le député, le machin. Ça dépend. Si on est un riche, tellement riche que on n'a plus besoin d'ancrage politique, c'est pas très grave, ça. C'est pas comme ça que... Il y a d'autres moyens d'attraper les politiques. Mais si on est un riche qui a un ancrage régional, par exemple, là, c'est très important. Exactement.
Je pense par exemple à Emmanuel Beignet, le Lactalis. président du groupe Lactalis, le groupe Lactalis fait 30 milliards de chiffre d'affaires. Lui-même et sa famille en valent une vingtaine de milliards. Il a sa loge dans son club, mais comme il est hyper discret et qui veut jamais qu'on le voit, qui veut jamais qu'on puisse le repérer, il a des vitres opaques à sa loge pour qu'on sache pas s'il vient assister au match ou s'il vient pas assister au match. Voilà. Donc c'est les petites habitudes. Mais pour revenir au sport, c'est vrai qu'ils aiment bien les sports qui sont assez dispendieux et assez chers et assez connotés. Je pense par exemple à l'élevage de chevaux. Ça, c'est quand même la noblesse. Et donc, il y a des fortunes qui se sont faites de rien, vraiment. Je pense à Stéphane Courby. Stéphane Courby, aujourd'hui, c'est un amateur d'élevage de chevaux, de haras. Il a son haras et donc, c'est une manière de montrer qu'on est arrivé. Et ça nous amène, par exemple, à un autre sport lié à l'équitation, qui est le polo. Toi et moi, on ne peut pas faire du polo parce que ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs chevaux, qu'il faut faire un entraînement régulier. C'est extrêmement cher. C'est vraiment un sport de riches aujourd'hui. Donc, on retrouve que des riches. Quand on va sur les terrains de polo, il y a Monsieur Dassault, il y a Monsieur Carmignac, que tu recevras peut-être un jour, parce qu'il a plein reçu un de ses gérants déjà. De bons conseils à donner. Une belle fondation dans le sud. Une belle fondation dans le sud, sur une belle île. Et donc, c'est des gens qui sont amateurs de sport extrêmement coûteux. Tu parlais du pouvoir. Là, on est à 1 an des élections. Comment ils se positionnent ? Est-ce qu'ils vont essayer d'influer sur ça ? Est-ce qu'ils vont rencontrer des candidats ? C'est quoi le jeu auquel ils jouent vis-à-vis du pouvoir politique qui peut quand même, derrière, faire voter des lois qui vont changer leur business ou qui peut aller négocier des choses sur la scène internationale qui pourraient leur apporter beaucoup ? Ouais. Comment ils se positionnent ? Chacun se positionne selon ses convictions, c'est normal. Mais on est assez surpris parce que on a vu depuis quelques années des chefs d'entreprise, je pense à Arnaud, je pense à Bolloré notamment, qui se sont positionnés franchement sur la presse notamment. Ouais. Qui est un peu j'ai l'impression que c'est un passage obligatoire de tout milliardaire d'avoir son groupe de presse. Quand on regarde, non, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça qui s'intéressent à ça. Il y a un groupe d'une dizaine de milliardaires qui trustent tout, par contre. Voilà, qui trustent tout. Et on ne sait pas quel est l'effet véritable de tout ça, mais on sait que... on pense qu'ils pensent que ça peut influer sur des choses. Après, c'est très difficile de savoir si le fait que Bolloré ou Rodolphe Saadé et des chaînes de télé, des radios, va leur permettre de faire passer des messages. Mais on sait qu'il y a des milliardaires de centre droit et des milliardaires de centre. Il n'y a pas de milliardaires de gauche, je te rassure tout de suite. Mais on a du mal à discerner quelle est vraiment l'utilité de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que certains ont des programmes. On a souvent parlé d'un milliardaire qui s'appelle Sterrin, Pierre-Édouard. Voilà, qui est très présent, qui est considéré comme le plus à droite de la gamme et qui soutient un certain nombre de projets. À mon avis, c'est pas de nature à influer sur l'élection présidentielle et le choix des Français. Donc, on fait beaucoup de buzz là-dessus, alors que la réalité, je pense, elle sera pour eux décevante, si toutefois ils ont vraiment l'impression qu'ils peuvent influer sur quelque chose. Et tu penses qu'il y en a certains qui envisagent la possibilité de se présenter à un moment aux élections ? Non, je pense pas. Pourtant, il y a Dassault était député. Oui. Il y en a qui ont été maires. Dans d'autres pays, je veux dire, Trump est président, c'est quand même... Oui. Et il a mis tout un tas de milliardaires autour de lui pour gérer le pays. Aujourd'hui, il gère ça un peu comme une entreprise. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le bon exemple ? C'est celui qui va pousser des milliardaires à vouloir briguer un mandat présidentiel ? Je me pose la question, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Ouais, parce que ce qui est sûr, c'est que ça donne des moyens. On le voit dans certains pays où il y a des milliardaires qui se présentent à l'élection présidentielle, qui décrochent des choses.
et pas seulement aux USA, Bien sûr. à l'intérieur de l'Europe, avec généralement pas forcément une gestion des affaires courantes qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des convictions parmi les milliardaires, et leur conviction première à toutes, c'est laissez-nous bosser en paix. Et quand on les voit militer, on peut voir par exemple Bernard Arnault qui joue les visiteurs du soir auprès des uns et des autres pour essayer d'influer sur des décisions. Les décisions, elles sont simples, c'est ne nous mettez pas des bâtons dans les roues, ne rétablissez pas l'ISF, c'est quand même l'épouvantail pour beaucoup de chefs d'entreprise, et ça se contente, je crois que ça se limite à tout ça. Tu parlais du quotidien. Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie le quotidien d'un milliardaire d'une personne lambda ? Il y a plein de choses. Déjà, j'en connais aucun qui se réveille tard. Donc, il faut changer ton horloge, c'est 5h30, 6h. J'avais vu quelque part qu'il y a à peu près 95% des milliardaires qui disent se réveiller avant 6h. Donc voilà, 6h du matin, on commence à bosser très très tôt, on s'informe déjà, et on commence la journée comme ça. À 7h du matin, on est prêt. Et la journée commence vraiment, et c'est une journée très occupée. On peut imaginer que c'est une journée occupée à prendre des décisions, mais pour la plupart d'entre eux, c'est des journées occupées à rencontrer des gens, et à écouter des gens, à essayer, pour les meilleurs d'entre eux en tout cas, à prendre un petit peu de hauteur par rapport au quotidien. Et c'est très difficile parce qu'ils sont assaillis par des questions, des problèmes, des décisions à prendre. Mais ils ont des journées généralement assez longues. Mais ils adorent ça. Ceux que je connais, on travaille 10, 12, 15 heures par jour. À 22 heures, ils sont encore dessus. Et ils voyagent beaucoup aussi. Certains font des centaines, des milliers de kilomètres dans une journée. À un moment, il y avait les spotters, les gens qui traquaient les déplacements. Ah oui, qui regardaient les avions. Qui regardaient les avions quand les riches avaient encore des avions. Parce qu'aujourd'hui, alors là, je peux vous dire, il n'y a plus aucun riche qui a un avion. Ah bon, pourquoi ? Parce que justement, il y a des spotters. Donc ils louent des avions, j'imagine. Ils louent des avions, ou alors ils créent des compagnies dans lesquelles ils ont des slots d'utilisation des avions, et comme ça passe en dessous des radars. Là, on peut vraiment dire que ça passe en dessous des radars. Et donc, il n'y en a plus aucun. Il y a peut-être... je crois qu'il y a encore Pinot, qui est un bombardier, qui a un avion à long rayon d'action, auquel il est attaché. Mais par exemple, Bernard Arnault, il avait un Falcon, et il avait un bombardier aussi. Que les gens suivaient d'ailleurs. Mais bien sûr, sur Twitter, tu pouvais voir son... Je suis Bernard Arnault, je ne me rappelle plus exactement de l'adresse, mais enfin bon, je l'ai regardé, et c'était assez surprenant, parce qu'on voyait que dans une journée, il était capable d'aller en Italie, en Espagne, en Hollande, et il revenait... tout ça en moins d'une douzaine d'heures. C'est vrai que son bilan carbone n'était pas très joli, quoi. Beaucoup de déplacements, ça c'est vraiment une constante. Quand on est vraiment à la tête d'un grand groupe, c'est des espaces pour réfléchir à la stratégie, plus que des décisions tactiques, en disant ceci, on va faire cela, on va ouvrir cette usine. C'est pas des décisions qui leur appartiennent, c'est quelque chose qui se fait très souvent à des niveaux inférieurs. Justement, je pense qu'à un moment, on va se poser aussi la question de la transmission. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Oui. Ou c'est une opportunité aussi de passer le relais. Il y a plein de cas différents. On a vu des fortunes qui ont été détruites parce que des transmissions ont été mal gérées. On a vu au contraire des héritiers qui ont su vraiment décupler le patrimoine familial. Qu'est-ce que tu observes dans la gestion de ce moment qui est souvent critique et aussi hautement symbolique ? Tout tient à la personne. Tout tient à la personne, c'est-à-dire qu'il y en a plein. C'est une des peurs fondamentales des riches. Et d'ailleurs, on voit que des riches américains sont en train de travailler sur l'immortalité, parce que c'est une des peurs. Quand on est tous égaux devant la mort, a priori. Exactement. Et c'est ça et ils n'aiment pas être égal au kidam moyen. Donc, ils essaient de trouver des moyens de se rajeunir. Ce sont les cliniques où on vous change votre sang. Ça, ils le font vraiment ? Certains, oui, bien sûr.
Et ce sont des régimes particuliers, ce sont des hygiènes de vie assez incroyables, avec des gens qui ne mangent pas de viande, n'ont pas bu un verre d'alcool de toute leur vie, et font un programme d'exercice physique. Ils sont suivis par des diététiciens, des coachs sportifs, etc. Tout simplement parce que ils ont très très peur de ça, maladie et la mort. Ça, c'est clair. Et donc, certains sont complètement paralysés par ça et ne prennent pas de décision. C'est le cas d'Asso, il me semble. Mais c'est le cas de plein d'entre eux, qui se disent je vais laisser le meilleur arriver. Et le meilleur, peut-être qu'il arrive, mais ça crée une jalousie, ça crée une compétition, ça ne règle rien et surtout, ça crée des problèmes pour le futur. Et ça arrive sans arrêt. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur une des 5 familles les plus riches de France. Pour être clair, chez les Arnault, ça va pas fort. Il y a Delphine qui est en pole position parce qu'elle est l'aînée, parce qu'elle est soutenue aussi par son mari, Xavier Niel. Bien sûr, ouais. Mais derrière, c'est la compète totale pour prendre un jour la place du père, qui lui ne lâche rien puisqu'il a repoussé l'âge de son départ dans quelques années en changeant les statuts de son groupe. Donc on voit bien que il y a à la fois une envie de monter aux commandes de la part des enfants et une réticence des parents à leur confier les rênes. Ça a été le cas par exemple chez les Dassault, ça a été le cas chez les Bouygues, ça a été le cas... des exemples, on en trouve plein. Et très souvent, ça indique surtout un manque de prévision, un manque d'anticipation, de volonté du père de trancher. Et donc, ça donne des drames. Est-ce que tu as déjà vu l'impact que ça avait sur les dirigeants des sociétés ? Parce que, je veux dire, tous ces groupes sont aussi dirigés par des gens qui ne font pas partie des familles, ou du moins qui sont très haut placés. Comment eux, ils ressentent le fait que d'un coup d'un seul, c'est le fils ou la fille qui va être parachuté à la tête du conglomérat, alors que clairement, si elle ne portait pas le nom qu'elle a, elle n'aurait pas sa place à cet endroit. C'est une fatalité. Je pense que de leur côté, ils prient secrètement pour ne pas tomber sur le plus abruti des enfants. Il y en a qui sont plus doués que d'autres, et donc ils espèrent que dans cette histoire de chapeau qu'on sort et de lapin qu'on sort, ils vont pas tomber sur le mauvais animal, c'est tout. Ils ont pas vraiment leur mot à dire. Mais on voit par exemple que dans un certain nombre de maisons, dans les groupes où il y a une forte identité de certaines branches, eh bien l'arrivée d'un enfant entraîne le départ d'un certain nombre de cadres. Et on voit aussi que c'est le cas par exemple dans le groupe Arnault, le groupe de LVMH. On voit très bien qu'il y a des baronnies qui se sont créées, qu'il y a aussi des responsables de certaines divisions, de certaines maisons, qui ont fait des choix, qui se sont alliés à certains enfants plutôt qu'à d'autres, et qui vont se retrouver fatalement à un moment à devoir choisir leur camp ou à prendre en compte les conséquences de tout ça et puis à quitter le groupe. Ça fait partie du jeu. C'est quelque chose qui est dans ces maisons qui sont fortement imprégnées de l'esprit patrimonial et familial. C'est quelque chose qui est complètement intégré. On sait très bien que cette division sera réservée à celui-ci, à celui-là, et que y a rien à dire. Et du coup, comment il faut s'imaginer le déjeuner du dimanche chez les Arnault en ce moment ? C'est la guerre ouverte entre les frères et sœurs, ou il y a une espèce de cordialité, mais y a une dans le décor, en backstage, ça se tire un peu les... Il y a une cordialité de façade. Il y a aussi toujours le besoin de bien paraître auprès du père, qui aime bien lancer des défis à ses enfants, qui aime bien les challenger. Et donc, c'est pas un dîner très relax, en fait. On est là pour parler, on est là pour parler business, et chacun s'observe, et il faut briller. Donc là, on est dans le cadre des successions. Si on prend un peu de hauteur, est-ce que tu vois un changement de paradigme en termes de nouveaux milliardaires ? Est-ce que c'est plutôt des héritiers aujourd'hui qui deviennent milliardaires, ou est-ce que c'est au contraire des gens qui se sont faits eux-mêmes, qui arrivent à monter dans les classements ? Alors,
globalement, les chiffres, ils sont là, hein, on les connaît, tu les connais. La fortune, en France, 60% d'héritiers. Et il y a 50 ans, c'était 35%. On est un pays plutôt prospère, un pays qui ne connaît pas de guerre, qui ne connaît pas donc de renouvellement de générations, puisque les générations continuent à se dérouler les unes après les autres, et donc on hérite de ses parents. Mais quand on regarde l'Allemagne, c'est à peu près pareil. Quand on regarde l'Italie, c'est à peu près pareil. Si on va chercher les USA, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins d'héritiers, mais c'est un pays plus jeune, c'est un pays qui a une dynamique économique plus forte que la nôtre, et qui finalement est un pays de vieux héritiers, quand on le compare à la Chine, où on voit arriver de nouvelles dynasties, où il y a à peu près 90% de non-héritiers parmi les milliardaires chinois. Parce que c'est les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est un pays qui connaît une forte accélération de sa croissance depuis des années et qui n'a pas le même héritage, justement, que le nôtre. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Mais quand on regarde, par exemple, sur les 10 plus grandes fortunes françaises, on a 75% d'héritiers. Donc, quand on parle de la fortune sérieuse, on est vraiment sur l'héritage. Après, y a les petits poissons qui arrivent, qui deviendront peut-être gros. On a notamment toutes les licornes, et la France peut s'enorgueillir d'en avoir pratiquement 25. Et qui dit 25 licornes, dit derrière des gens qui sont derrière ces licornes. Et quand on regarde bien, ces 25 licornes, ça donne à peu près 30 multimillionnaires et milliardaires qui sont à la tête de licornes. Alors ça, c'est le 109, mais ça reste encore des petits poissons. Parce que quand on a 50% de quelque chose qui vaut 1 milliard, on ne vaut, entre guillemets, que 500 millions. Et c'est pas encore assez pour devenir milliardaire, mais peut-être qu'on le deviendra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce gros bloc de milliardaires tout en haut sont dans une situation où ils ont hérité de quelque chose. Très souvent même, leur père a hérité de quelque chose. Là, on parle par exemple, on a parlé des Dassault. C'est pas Serge Dassault qui a créé la boîte, c'est son Marcel. père. Voilà. Et donc, on en est aux petits-enfants. Et il y a un proverbe, d'ailleurs, que m'ont rappelé certains milliardaires et qui est assez amusant. On dit, le proverbe, c'est le grand-père était un aigle, le père était un faucon, et les petits-enfants en sont des vrais. Voilà. Très souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a affaire à un aigle, qui est quelqu'un qui a la vista et qui s'est développé l'entreprise. Le faucon, il est un petit peu rapace, mais il est un petit peu moins doué. Et très souvent, les entreprises se diluent à l'âge de la 3e transmission, parce que c'est très difficile de conserver une entreprise, la cohérence d'une entreprise. C'est d'ailleurs tout un problème. C'est un problème, et c'est un problème. On parlait tout à l'heure de l'héritage et de la succession. Certaines entreprises ont mis en place des procédés, mais extrêmement compliqués, pour éviter tout ça. Et on voit que ça marche, mais ça marche qu'à un quart. T'as un exemple de ça? Oui, il y a plein d'exemples. Il y a par exemple les Hermès. Les Hermès. Énorme dynastie. H51, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont groupés, ils ont créé des obligations entre eux qui font qu'ils peuvent se revendre qu'à eux-mêmes les actions de à l'intérieur de la holding, et une sorte de discipline qui s'est mise en place. Mais je pourrais te parler aussi des Peugeot. Les Peugeot qui sont aussi une start-up toute jeune. Donc, depuis le 19e siècle, ils ont mis en place une sorte de contrainte, parce que leur famille, bien sûr, au fil des générations, là, on n'est plus à la 3e génération, on est à la 8e, 10e. Leur famille s'est agrandie, et il a fallu mettre une discipline, quelque chose qui évite que le contrôle se dilue. Et on l'a vu il y a quelques années, quand Peugeot a connu des difficultés et qu'il a fallu remettre au pot, c'est-à-dire faire une augmentation de capital. Généralement, les actionnaires familiaux, ils sont là pour dire « Ah, mon dividende, où est-ce qu'il arrive ?» etc. Là, on leur a dit « Les gars, faut mettre la main à la poche pour renflouer la boîte et puis la recapitaliser. » Et ils ont recapitalisé la société, et ça a été sans doute pénible et sans doute douloureux, puisqu'il a fallu sortir de l'argent de sa poche, et chacun y est allé avec discipline.
On voit aussi, par exemple, les muliers. Ce que j'allais dire, les muliers, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école, mais qui aujourd'hui pose d'énormes difficultés. On s'en rend même pas compte. Je te disais que j'aimais les histoires, mais les histoires chez les muliers, il y en a plein partout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus de 1200 maintenant, à force de... c'est des familles du Nord, donc il y a beaucoup d'enfants, et les enfants font des enfants, et donc on se retrouve avec une masse d'actionnaires extraordinaire, une discipline qui est extraordinaire, mais qui est aussi un petit peu injuste, parce que imagine que tu épouses, tu te maries avec une héritière mulier, tu vas avoir le droit d'acheter des actions mulier, parce que tu fais partie un petit peu du clan mulier, mais tu es ce qu'on appelle chez eux une pièce rapportée. Et quand tu vas divorcer, parce que c'est inéluctable, aujourd'hui, voilà, on se marie, on se sépare, il n'y a rien de tragique là-dedans, mais chez les muliers, c'est tragique. Parce que tes actions muliers, tu vas être obligé de les revendre à l'association familiale mulier, qui va ensuite les revendre à un nouvel arrivant mulier ou un nouvel arrivant conjoint de mulier. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, tu vas être obligé de vendre des actions que tu as achetées avec ton argent, ton épargne, à un cours que tu ne connais pas, et peut-être que ça ne correspond pas à ta stratégie patrimoniale personnelle. Donc c'est un vrai risque pour... C'est un vrai risque, oui, c'est un vrai risque. Et ça crée des drames, ça crée des drames personnels, et puis ça crée aussi des drames pour le groupe mulier, parce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, des ex-conjoints qui sont mécontents du traitement qui leur a été apporté, et qui demandent justice, et puis qui, par exemple, fournissent au fisc des documents qui sont un petit peu compromettants pour le groupe. Donc, on se retrouve dans une situation un petit peu tendue, tout simplement parce que, disons que la façon de régler la gouvernance à l'intérieur du groupe, peut-être qu'elle n'est pas assez fluide ou elle n'a pas été assez travaillée. On dit souvent qu'on est la somme des gens qui nous entourent. Les milliardaires, comment ils s'entourent d'un point de vue amical ? Est-ce qu'ils sont que amis avec des milliardaires ? Est-ce qu'ils sont que amis avec des gens avec qui ils vont faire du business ? C'est quoi les patterns, les modèles que tu as observés ? Ah non, ils sont très attachés aux amis d'enfance. Ils ont tous une bande de copains, une bande de copains qui sont inséparables et qui sont très souvent des copains très différents. Les copains Xavier Niel sont des vieux copains qui n'ont pas forcément réussi dans la vie, mais qui voient encore. Je pense que ce qu'ils apprécient en tant que milliardaires aujourd'hui, c'est que les yeux de ces gens-là, eux, ils n'ont pas changé en fonction du regard qu'a la société sur ces milliardaires. Pour eux, c'est toujours des potes. Ils ne sont pas réveillés le jour où le compte bancaire était plein, quoi. Voilà, ils étaient là avant. Ils étaient là avant et ils resteront là après s'il lui arrive le moindre malheur. C'est ça aussi le côté humain, c'est-à-dire qu'il y a les vrais potes et puis il y a les autres. Ça n'empêche pas d'avoir des amis dans les milieux. Être riche, c'est aussi développer un certain nombre de cercles d'amitié, de cercles de connaissances, de cercles de business, de cercles sociaux, de cercles pratiquement diplomatiques ou politiques, parce que ça aussi c'est important. Et donc il y a des cercles, et puis chacun se chevauche parfois ou non. Il y a les potes de foot, de baby-foot peut-être, il y a les potes de bateau, et puis il y a les potes de business, il y a les connaissances de business. Enfin, tout ça est une map-monde assez complexe. Bon, tu le disais, ils sont méthodiques, ils se lèvent très tôt, ils se couchent plutôt tôt aussi, ils ont un sommeil reposé ou en tout cas très relaxant. Mais j'imagine qu'ils ont aussi des lubies quand même et des choses un peu folles qu'ils ont fait. C'est quoi la lubie la plus dingue que tu as vue ? Par exemple, Bernard Arnault qui se paye un joujou flottant, plus de... Un bateau, plus de 140 mètres de long, le truc énorme. Et en même temps, il aime bien Saint-Tropez. Et du coup, il aimerait bien y aller, mais ce problème, c'est que le bateau, il est trop grand. Il rentre même pas. Le port, en plus. Il rentre pas dans le port, donc il faut trouver une solution. Et Bernard Arnault, il trouve une solution. Il dit, on va couler 360 tonnes de béton au large et on va en faire un corps mort, ce qu'on appelle un corps mort, c'est-à-dire une sorte d'encre posée au sol. 380 tonnes de béton,
sur lequel on va pouvoir poser un anneau et puis s'accrocher. Mais ça, forcément, c'est pas prévu. Donc, le pouvoir de Bernard Arnault se mettant en place, il faut aller voir le maire, ensuite il faut aller voir le préfet, obtenir des autorisations. Et il obtient tout ça. Et finalement, il arrive à faire couler cet énorme truc qui a coûté plusieurs millions à poser sur les fonds marins, qu'il a payé de sa poche. Mais qui fait hurler, bien sûr, les défenseurs des fonds marins. Parce que raison, je pense. Voilà. Balancer comme ça des dizaines de tonnes dans la mer de béton, c'est pas. Et donc moi à l'époque, quand il lançait son projet, j'avais été alerté par des gens du port de Saint-Tropez, la direction du port, qui était estomaqué par les droits auxquels il avait obtenus, parce que le Pékin moyen, lui, il peut essayer et il n'obtiendra jamais cette autorisation. Il faut savoir que le gouvernement a décidé qu'il y aurait 150 de ces corps morts, plus exactement 130 de ces corps morts, sur tout le littoral du sud de la France et de la Corse. Donc, ils sont comptés, ils sont créés par l'État. Mais là, Bernard Arnault a eu la possibilité, de manière un peu extraordinaire, parce qu'il était Monsieur Bernard Arnault, d'avoir son anneau à quelques dizaines de mètres du port de Saint-Tropez. Ça s'appelle le super passe-droit. Et à l'extrême inverse, tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, que un milliardaire ou quelqu'un de très riche était venu te chercher à l'aéroport en C3. Alors, il faut savoir que la personne en question est Moed Altrad, et Moed Altrad est le patron échafaudages. Du numéro 1 européen de l'échafaudage. Donc maintenant, quand on se balade partout en Europe, on voit les échafaudages Altrad. Et j'ai développé avec lui une relation qui est quand même sympathique, parce que c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a, disons, une simplicité qui est quand même assez troublante. Et donc, un jour, il me dit, viens me voir, je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport à Montpellier, et à l'aéroport de Montpellier, je m'attends à trouver quelqu'un de la société pour venir me prendre et discuter avec lui. Et tout simplement, il y avait Moed Altrad qui m'attend et qui me fait rentrer dans je crois que c'était une C3, et on part, et je lui dis, mais c'est votre voiture de fonction? Et il me fait, non, c'est ma voiture personnelle. Là, je me balade avec elle dans Montpellier, parce que c'est plus simple, c'est moins formel, etc. Et donc, je croyais qu'on allait au siège, et non, on est allé dans un restaurant, un tout petit restaurant avec un menu à 25 €, et puis on a mangé, on a discuté, et j'ai fait demi-tour et je suis reparti, puisqu'il voulait me voir juste pour discuter. On était en train de parler des évaluations de sa fortune, mais ça s'est passé exactement comme ça. J'ai fait un voyage, je suis resté à l'aéroport, il m'a emmené jusqu'à un restaurant qui était à peu près à 1 kilomètre, et on est revenu avec sa petite voiture. Et fin de l'histoire. Tu l'as dit, la plupart bossent, non pas pour l'argent, mais pour le pouvoir. Qu'est-ce qui va les empêcher de dormir la nuit ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui les empêche de dormir. Il y a quelque temps, il y avait Patrick Drahi qui était entendu par la représentation nationale à l'Assemblée. Il a dit à un moment une phrase qui était quand même assez extraordinaire. Il a dit... Quand j'ai commencé, j'ai emprunté, je ne me rappelle plus quelle était la somme, 500 000 €. Et aujourd'hui, j'ai 60 milliards de dettes. Eh bien, je dormais beaucoup moins bien quand j'avais emprunté mes premiers 500 000 € qu'aujourd'hui avec mes 60 milliards de dettes. Donc, c'est pas la dette, en tout cas, qui les préoccupe pour la plupart d'entre eux. C'est leur discipline de vie fait que... ils dorment avec discipline, et ils n'ont pas de rêves bizarres, ils n'ont pas d'insomnie. En tout cas, j'en connais aucun qui me dit je dors mal, j'ai du mal à dormir, ou j'ai le sommeil agité. La vie est belle, quoi. En tout cas, ouais. Leur discipline, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font que je pense qu'ils sont crevés à la fin de la journée, et ils dorment du sommeil du juste le soir, et ils se posent pas de questions. Je voulais revenir sur la partie immobilière. Tu l'as dit, ils aiment bien
diversifiés dans plusieurs banques. Et du coup, je me demandais, quand ils vont acheter un hôtel particulier ou qu'ils vont acheter, un domaine viticole, ils vont l'acheter en cash, ils vont aller voir la banque pour que la banque leur prête, ils vont essayer de mettre le moins d'apport possible. Enfin, est-ce qu'ils ont les mêmes réflexes que nous quand on achète un appartement et qu'on va par exemple faire un investissement locatif ? Non, parce qu'eux, ils ont toutes les options à leur portée. Ils peuvent le payer cash, comme tu l'as dit. Ils peuvent faire un crédit. Il y a plein d'autres solutions aussi. Avant de s'engager, ils vont voir deux choses. Leur intérêt dans un environnement financier particulier et leur intérêt par rapport à l'acheteur. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, tu sais très bien que si tu arrives et que tu mets de l'argent cash sur la table, tu es mieux accueilli que si tu dis « Mon cher monsieur, pour acheter votre bien, je dois faire un crédit ». Et qu'on s'appelle comme toi, ou comme moi, ou comme Bernard Arnault, c'est exactement pareil. Cash is king. Cash is king. Mais il peut être aussi très intéressant, dans certaines conditions, d'emprunter. Et à chaque fois qu'ils peuvent le faire, ils font ce calcul. Très souvent, ils le font automatiquement avec une justesse incroyable, de savoir quelle est des deux options la plus simple. Si aujourd'hui les taux d'intérêt sont à 4, eh bien, ils vont emprunter parce qu'ils se disent « Mon bien va prendre 7% par an. Si je le paie 4%, je ne fais pas d'erreur. » Donc, c'est vraiment un calcul financier très simple. Si aujourd'hui, on est dans quelque chose qui vous rapporte du 4% et que les taux d'intérêt sont à 7, ils vont dire on va payer cash et on sera sûr de faire une bonne affaire. Justement, est-ce que la taxation, c'est aussi un calcul financier ? Je pense à la taxe Zucman qui avait été un épouvantail. Il y a pas mal de gens qui étaient montés au créneau. D'ailleurs, j'avais échangé avec un milliardaire qui me disait « Moi, je veux pas en parler parce que je veux pas être le seul à prendre une balle pour tout le monde. » Voilà. Donc, je suis curieux de savoir si toi, tu as échangé avec eux à ce moment-là et si, par exemple, il y en a qui envisageaient de partir ou au contraire, ils essayaient de faire du lobbying pour faire sauter le projet. Comment ils réagissent face à ça ? Ils détestent, bien sûr. Évidemment. Le problème de ça, c'est que tant qu'on attaque les revenus, ça va. Mais à partir du moment où on attaque le patrimoine... Parce qu'ils ont peu de revenus, en fait. Eux, ils peuvent se payer des dividendes, ils peuvent aussi tout simplement vivre de ce qu'ils ont déjà. Oui. Mais le problème de la taxe Zucman, c'est qu'elle s'attaque directement au patrimoine. Et 2% par an, ça veut dire qu'en moins de 50 ans, tu as liquidé la chose. Et c'est quelque chose qui, pour eux, est inenvisageable. Donc, ils vont se battre, je pense, de toutes leurs forces pour que ça ne passe pas. Et on voit que dans tous les pays où le débat a lieu, il y a la même réaction. La menace de quitter le territoire. En France, on a eu cette réponse. Aujourd'hui, en Californie, la Californie est en train d'étudier la mise en place d'une taxe qui ressemble beaucoup à la taxe Zucman. Qui s'inspire d'ailleurs du texte qu'il avait écrit à l'époque. Exactement. Voilà. Et il faut dire que Zucman est plutôt américain. Ouais, il était à Berkeley. Ouais. Donc, on a déjà des réactions de plusieurs milliardaires qui disent si ça continue, on va s'en aller. Il me semble que Larry Page ou Sergey Brin, un des fondateurs de Google, est déjà parti. Exactement. Il a dit qu'il allait partir. C'est pas sûr qu'il soit parti. Peter Thiel est parti. Il s'est installé à Miami, il me semble. Oui. Mais là, pour d'autres raisons. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a déjà des conséquences sur certains individus, alors que la loi n'a pas été passée. Non. Donc, c'est pas sûr qu'elle ait des chances de passer dans les mois qui viennent. Donc, on voit qu'on est sur un point de friction qui est un point vraiment important. Aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce qu'une augmentation de la pression fiscale conduirait vraiment à des départs. Donc, c'est simple. La courbe de Laffer, on en parle tout le temps. Tu es de gauche, tu dis non, et tu es de droite, tu dis ça va être la débandade. Mais toi, ils te disent tu t'en connais qui sont partis ? J'en connais plein qui sont partis, mais qui ne l'ont pas dit. Il y a une sorte de naïveté de la part du gouvernement et des gens qui prônent cette taxe, en disant non, ils ne vont pas partir. Mais il y a des moyens de partir sans partir. Il suffit de faire sortir ces actifs de France. Et là, aujourd'hui, moi, j'avais fait un calcul, c'était il y a 2 ans.
qui était assez pertinent à mon avis, c'est qu'il y a à peu près 2/3 des actifs des 100 premières fortunes de France qui sont à l'étranger déjà, 2/3. Notamment au Luxembourg, en Suisse, probablement. Oui, en Europe, parce que là, il y a une libre circulation des capitaux, Bien et sûr. puis et puis que quand on se développe à l'étranger, on va pas ramener les capitaux de la filiale étrangère en France. De plus en plus de sociétés qui se sont bien développées dans le monde ont plus d'activités à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Je crois que c'était Bernard Arnault qui disait lors de la présentation des résultats l'année dernière qu'il n'y avait que 5% de son activité qui se passait en France. Et qui est probablement faite par beaucoup de touristes en réalité en Et qui est France. probablement faite par beaucoup de touristes, mais que ça représentait plus de 20% de ses ponctions fiscales. Donc, c'était pour donner aussi une idée de l'ampleur des possibilités qu'on a quand on est milliardaire de déplacer ses activités ailleurs. Et donc, c'est un peu naïf de penser qu'ils vont rester les bras croisés. Sans quitter Paris, on peut très bien faire sortir une grosse partie de son patrimoine et ensuite partir soi-même. Qu'est-ce que ça change de s'installer en Belgique ? On a vu, il y a eu une affaire quand même assez importante en 2011-2013. Ça s'est terminé l'année dernière d'ailleurs avec LVMH où une grosse partie des actions de la holding faîtière du groupe avait été envoyée en Belgique pour préparer la succession. Et il a fallu une mobilisation nationale, il a fallu beaucoup de menaces pour faire revenir ces actions et ce centre de contrôle à l'intérieur du territoire français. Ça montre que c'est assez facile et en plus on peut dire que ces gens-là sont bien entourés, ils ont des fiscalistes, ils ont des avocats internationaux qui peuvent leur faciliter le travail et en plus le cadre international est fait pour ça. À partir du moment où on a permis la libre circulation des capitaux, on arbitre en fait. Il faut s'attendre à ce que ces capitaux circulent. Tu parlais tout à l'heure des États-Unis, c'est assez intéressant quand on regarde comment les milliardaires américains envisagent leur succession. Par exemple, Mark Zuckerberg a promis de donner 99% des actions Meta à une fondation. Jeff Bezos vend des actions pour financer des projets. Enfin, tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que tu décrivais tout à l'heure. Comment t'expliques cette différence culturelle ? Eh bien, je l'explique par une différence culturelle. Non, au-delà de la plaisanterie, c'est simple. Chez les Américains, une grosse partie des services publics qu'on considère publics chez nous sont des services privés et très souvent soutenus par des fondations. Donc, c'est une habitude chez eux de faire ça. Et comme ils sont un peu moins héritiers que nous, et ils ont fait leur richesse, c'est plus simple pour eux d'en disposer. Quand on est un héritier, on n'est pas tout à fait propriétaire de son argent. On est propriétaire de l'argent qu'ont fabriqué en partie ses parents et ses grands-parents, et puis ceux d'avant, quand on s'appelait Hermès, et puis ceux d'avant. Voilà, donc on se retrouve avec 8 générations d'yeux, parce que vous avez généralement les tableaux qui sont dans la salle du conseil d'administration, qui vous regardent et, sur chacune de vos décisions. Et donc, vous n'allez pas dilapider l'argent qui vous a été confié pour vos enfants en faisant une fondation ou en le donnant à une cause. Il y a une deuxième raison, c'est que en France, on est quand même les champions des prélèvements sur les entreprises. Oui. Et une grande partie de ces riches nous disent oui, mais c'est très bien, mais tout ça, c'est parce que les services publics aux USA sont très faibles et que l'impôt est très faible. En France, on a la garantie que l'État s'occupe de tous ces aspects-là. Et je ne vois pas pourquoi, puisqu'on donne cet argent par le biais des impôts pour qu'il s'en occupe, on devrait le donner une deuxième fois. Ce qui est aussi un raisonnement qu'on peut comprendre. Et il y a une troisième raison, parce qu'il y a toujours plein de raisons, c'est que en France, les fondations sont très très mal perçues d'un point de vue fiscal. C'est pas la panacée. Alors qu'aux USA, les fondations sont intégralement déductibles des impôts, pratiquement à l'infini. Donc, ce que vous donnez, vous l'économisez en impôts, ça peut être un motif très important.
Avant de passer au chrono Finari, Eric, j'aimerais que tu te projettes dans le futur. Tu as créé le classement des 500 personnes les plus riches de France il y a plus de 30 ans, donc ça fait un moment que tu les observes. À ton avis, ce sera qui dans 10 ans sera premier de ce classement ? J'ai commencé ce classement il y a 30 ans. Le premier, à l'époque, c'était Gérard Mullier. Qui est toujours dans le top 10 aujourd'hui. Qui est toujours dans le top 15 aujourd'hui. 15. Mais à partir de, je crois, 2011, ça a été Bernard Arnault de manière quasi continuelle. Et donc, il n'y a pas de raison que ça change parce qu'il a une telle avance par rapport aux autres. Donc, Hermès, Arnault maintenant. Mais quand on regarde les capitalisations, on s'aperçoit que ces deux sociétés ont une longueur d'avance sur les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, etc., qui va être difficile à rattraper. Cela dit, on peut toujours faire un petit peu de la fiction et se dire qui pourrait devenir. Moi, je parierais sur une société qu'on ne connaît pas encore, mais qui serait née peut-être aux USA par un Français et qui tournerait autour de l'IA. Pourquoi pas Peut-être Mistral. Peut-être Mistral. C'est vrai que pour le moment, on en est encore très très loin. Hein, mais il y a du potentiel de ce côté-là. Et je pense que toutes ces nouvelles technologies vont nous apporter beaucoup de surprises de ce point de vue-là. Eric, je te propose de passer au chrono Finari. Ouh là là. Accroche-toi. Première question, les riches partent de France, mythe ou réalité ? Alors mythe pour moi, parce qu'il y a 40 000 Français qui quittent la France, mais des riches Français qui quittent la France, il y en a à peu près 400 par an, et c'est un flux à peu près normal, qui est en augmentation parce qu'il y a plus de riches aujourd'hui qu'il y a 10 ans, tout simplement. Bernard Arnault, il mérite sa fortune ou c'est un coup de chance ? Non, je crois qu'il mérite sa fortune. Il a vraiment transformé une toute petite boîte qu'il a héritée en quelque chose qui est un géant du luxe mondial. Bravo. Bravo Bernard. Les investissements des grandes fortunes, c'est plutôt de la bourse ou de l'immobilier ? Les investissements des grandes fortunes sont à 85% dans leur boîte. Le reste, c'est pipeau. Ça dépend de chacun. L'impôt sur les grandes fortunes, suffisant ou pas assez élevé ? Eh bien, pour le moment, l'ISF a été supprimé. Aujourd'hui, on a l'IFI. Donc, l'impôt sur les grandes fortunes n'existe pas. Après, savoir s'il faut le rétablir, c'est un débat politique. Devenir ultra riche, c'est une question de méthode ou c'est une question d'audace ? Il faut les deux, mon général. Il faut de la méthode et il faut de l'audace. Et à chaque fois que j'ai discuté avec les milliardaires que j'ai vus, ils avaient les deux. Former un héritier, il faut mieux le mettre en compétition avec ses frères et sœurs ou souder le clan ? Ça dépend de chacun. J'ai à peu près 50% de cas dans les riches que je suis, de ceux qui sont pour les mettre en compétition et de ceux qui sont pour les aider à accéder aux grands postes. Parler d'argent en France, c'est tabou ou c'est un sujet de société ? Alors, chez certains riches, c'est tabou. Dans le old money, comme on dit, les gens qui sont des enfants, l'héritage, etc., ça reste tabou. Par contre, les jeunes en parlent très volontiers et tous ceux qui sont autour des licornes, notamment, en parlent très facilement. 1 milliard, c'est la solution à tous ces problèmes ou c'est le début des problèmes ? Non, 1 milliard, c'est la solution. C'est la solution pour tout le monde. Le jour où tu auras ton milliard, tu verras. Tu n'auras plus de problème. Merci Eric. Je t'inviterai ce jour-là. J'espère bien. Merci. Merci, à bientôt.